Mine de rien, ma première expérience avec la WWE remonte à il y a 20 ans. C'était fin des années 90, je n'avais que 3 ou 4 ans et chaque dimanche matin je regardais quelques combats au petit déjeuner. Cette expérience fut assez courte et je n'ai plus énormément de souvenirs de cette époque, hormis pour 2 catcheurs. D'un côté, il y a Dwayne Johnson alias The Rock que j'ai pu voir dans certains films durant le début des années 2000 tels que Le Roi Scorpion et qui permettait de me rappeler que c'est le catcheur que j'ai vu quelques années auparavant. De l'autre côté, il y a The Undertaker, personnage mythique de la WWE dont sa mimique d'homme venu de la vallée de la mort et son arrivée sur le ring m'aura marqué. Et quelle ne fut pas ma surprise de revoir ce dernier fin des années 2000 sur les rings. Car de 2008 à 2010, lors de mes années collège, le catch était revenu dans mon quotidien. On en parlait dans la cour de récré, on débriefait les matchs que nous avions vus le week-end, certains abordaient des t-shirts à l'effigie de leur catcheur préféré et on pouvait passer des après-midi entières entre amis à jouer à SmackDown vs Raw. À l'époque, je ne pouvais pas louper un épisode des 2 shows principaux qui étaient et que sont toujours Raw et SmackDown. Mais en France, on avait un petit problème de retransmission, étant donné qu'il y avait 2 à 3 semaines de retard sur les émissions américaines et que les PPV n'étaient pas diffusés. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un PPV ou comment fonctionne la WWE, vous inquiétez pas, on s'y attaque dans un instant. Très vite, j'ai fait comme tous mes potes et j'ai commencé à voir uniquement les résultats sur internet. Ce qui était royalement con car le catch est un divertissement sportif, le plus intéressant étant le match et voir l'application des différentes prises. Sans oublier que le catch c'est de la fiction avec tout plein d'histoires, donc se contenter des résultats sportifs n'avait aucun sens vu que tout est scénarisé. À force de ne plus voir le catch comme un divertissement, j'ai fini par me lasser de juste lire les résumés et je pensais laisser définitivement le catch de côté. Mais en mai 2018, et de manière complètement aléatoire, je suis tombé sur la chaîne secondaire de Link the Sun et sur une vidéo bilan d'un des shows de la WWE. Je me suis juste dit tiens, Link the Sun regarde du catch et ça n'avait pas été plus loin. Peu de temps après, il sort une vidéo sur le mode de fonctionnement de la WWE que j'ai regardé, puis une parenthèse que j'ai aussi regardé. Et comme un soir de juin 2018, je me faisais chier, je me suis dit que j'allais regarder un épisode. Et pendant presque un an, je n'ai rien loupé, que ce soit en direct ou en replay. Mais comme vous l'aurez peut-être compris, j'ai fini par mettre fin une fois de plus à mon aventure catcheuse. Ce qui m'a donné envie de réaliser cette vidéo pour vous donner mon point de vue sur la WWE et les raisons qui fait que j'ai arrêté de regarder. Et juste histoire de préciser, j'ai arrêté de regarder aux alentours de mars ou avril 2019. Et du coup, la WWE, c'est quoi et comment ça marche? Bon, pour ceux qui le savent, je comprends que ça ne puisse pas vous intéresser. Si jamais vous voulez sauter ce passage, je vous mets un petit timecode. Anciennement connu sous les initiales WWF, donc obligé d'être changé suite à une poursuite en justice d'une ONG aux initiales similaires, la WWE, pour World Wrestling Entertainment, est une fédération de catch américaine créée dans les années 50, mais c'est dans les années 80 que la fédération prend un énorme tournant. Lorsque Vince McMahon Jr., encore actuel PDG de la fédération, prend le pouvoir, il décide de faire de sa fédération une fédération nationale, alors que juste là, les fédérations américaines se partageaient le territoire. Et la WWE, c'est quand même la meilleure fédération de catch. Comment dire? Bon, déjà, elle n'est pas forcément la meilleure, tant les fédérations sont nombreuses, et chacun aura son avis sur la question. Mais il est incontestable que la WWE est la fédération la plus connue. Après, il ne faut pas oublier que certaines fédérations ont rivalisé par le passé avec le WWE, et qu'il existe encore d'autres fédérations importantes aujourd'hui. Mais bref, la WWE se divise en 5 rosters ou divisions, ayant chacune ses propres superstars masculines et féminines, le nom que l'on attribue aux catcheurs et catcheuses de la WWE. En premier, on va parler de NXT, le show de formation. Alors ne faites pas l'amalgame, les catcheurs de ce show sont soit passés par le Performance Center, que l'on peut traduire par centre de formation de la WWE, soit par d'autres fédérations de catch. Ce sont donc des catcheurs qui connaissent le métier, mais qui apprennent le mode de fonctionnement et le rythme de la WWE, comme le système de scénarisation que l'on appelle dans le monde du catch le booking. Il existe 2 branches NXT, une située aux États-Unis et une au Royaume-Uni. Ces superstars peuvent ensuite rejoindre les 2 shows dits principaux que sont Raw et SmackDown. Ces 2 rosters sont à la fois similaires dans leur fonctionnement et à la fois différents dans le sens où les superstars de Raw restent à Raw et n'interviennent pas à SmackDown, et inversement, sauf pour certaines occasions scénaristiques. D'ailleurs, petite note, NXT est passé il y a quelque temps en diffusion directe à la télé, ce qui fait de lui un show principal ou secondaire en fonction des avis de chacun, mais toujours indépendant de Raw et SmackDown. Au début de ma période de visionnage, on avait des personnages dans la fiction qui s'occupaient de gérer le show, à savoir tout en haut de la hiérarchie les commissaires, qui servaient à rien si ce n'est être le patron du general manager, dont le rôle purement fictionnel, je rappelle, est d'organiser des matchs et de s'assurer que le show fonctionne correctement. Mais depuis pas mal de temps maintenant, ces 2 types de personnages n'existent plus. C'est la famille à la tête de la WWE, les McMahon, qui s'occupent de gérer les 2 shows, mais toujours dans le cadre de la fiction. Hormis en ce qui concerne Vince McMahon, qui joue sur le ring le rôle d'un patron despotique, tout en étant dans la réalité le grand Manitou, s'appliquant jusque dans le booking des shows. Après, il semblerait qu'aussi, dans la réalité, le grand patron ne soit pas si bien que ça. Mais si je vous parle des General Managers, c'est surtout parce qu'ils sont toujours présents à NXT et 205 Live, roster dans lequel on retrouve des catcheurs poids légers ou poids moyens. Mais attention, sachez qu'on peut très bien retrouver des poids légers et moyens chez Raw et SmackDown. Chaque show de la WWE a ses champions et donc ses propres titres. Et il y a les titres féminins, les titres par équipe et les titres masculins. La facilité voudrait qu'il y ait un titre principal et un titre secondaire du côté des hommes. Mais l'importance du titre va dépendre à la fois de la personne championne et de l'intensité de la rivalité avec ce qu'on appelle l'aspirant numéro 1. NXT a un système de champions similaire aux rosters principaux. Quant à NXT UK, on retrouve qu'un seul titre masculin. Et pour 205 Live, un seul titre de champion existe.
et si j'ai bien suivi, il semblerait que ce titre se défende désormais lors des shows NXT. Pour revenir aux superstars, elles sont réparties en 3 catégories. Tout en bas, on retrouve les jobbers, ceux qui perdent et qui ne savent qu'à mettre en valeur la puissance de leur adversaire. Ensuite, il y a les mid-card qu'on peut diviser en 2 sous-catégories. Les lower mid-card, qui grosso modo sont des jobbers qui gagnent de temps en temps et qui ont une toute petite rivalité, et les upper mid-card, qui eux sont à 2 doigts d'être tout en haut de l'affiche si le chemin n'était pas bouché. Et enfin, on retrouve les main eventers, ceux qui ont une grande rivalité et qui sont dans ce que l'on appelle le main event, le dernier combat du show. D'ailleurs, les main eventers ne sont pas forcément les tenants d'un titre ou les aspirants numéro 1. Et ces 3 catégories, on les retrouve à la fois dans les divisions masculines, féminines ou par équipe. Et pour terminer cette présentation, il nous reste encore à aborder les PPV. Les PPV pour pay-per-view sont des shows quasi mensuels qui, depuis mai 2018, sont communs à Raw, SmackDown et 205 Live. NXT a quant à lui ses propres PPV intitulés Takeover. Chaque PPV est l'occasion de mettre fin ou d'intensifier les plus importantes rivalités, et c'est généralement là que se joue la défense de la plupart des titres, même si parfois les titres peuvent être défendus durant les shows hebdomadaires. Après, certains PPV se démarquent soit par leur importance, comme par exemple WrestleMania, le PPV historique et le plus grand show de la WWE, soit en proposant des matchs aux stipulations bien spécifiques, comme par exemple le Royal Rumble, où 30 catcheurs rentrent à intervalles réguliers, et le dernier encore sur le ring a gagné. Autre exemple de show lié à un match spécifique, c'est le Money in the Bank Ladder Match, qui consiste à attraper une mallette en hauteur grâce à une échelle afin de récupérer un contrat permettant au vainqueur un match de championnat quand il le souhaite dans un délai d'1 an. Voilà à peu près comment fonctionne la WWE. Après, je vais pas les comparer avec les autres fédérations de catch étant donné que je les connais un peu moins. Le but maintenant, c'est d'analyser ce que propose la WWE, et pour ce faire, on va faire ça en plusieurs points. Mais avant de commencer, je dois vous préciser un petit truc. Quand je regardais il y a presque un an, 205 Live et NXT proposaient les meilleurs shows à la WWE. D'ailleurs, quand une superstar passait de NXT au roster principal, on avait plus l'impression qu'il régressait. Et parfois, ils ont même tendance à complètement disparaître de nos écrans. Et d'un point de vue scénario, je trouve que ceux de NXT étaient une fois de plus au-dessus du lot. Du coup, tous les points dont l'on va parler maintenant concernent uniquement Raw et SmackDown. Et pour commencer, point numéro 1, les superstars. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait d'un catcheur un bon catcheur? Alors, il y a 4 caractéristiques qui permettent de faire un bon catcheur. En 1, savoir faire sa promo. Les promos, ce sont les phases de dialogue, ce qui implique d'avoir une bonne aisance au micro ou devant la caméra. Car c'est généralement pendant les promos qu'on va intensifier les rivalités, définir ou donner de l'ampleur au personnage. Selon moi, ce n'est pas forcément une caractéristique indispensable pour être un bon catcheur, car il est possible de définir le personnage ou d'intensifier sa rivalité grâce aux actions sur le ring. Faut surtout voir ça comme un moyen d'approfondir la chose. Point numéro 2, avoir du charisme, et pour ça il y a plein de moyens. Avoir une super entrée, savoir jouer son personnage et le look qu'on lui donne, ça peut jouer sur ce second point. Rey Mysterio et ses nombreux déguisements, ça rend le catcheur charismatique. L'entrée de Finn Balor et le fait de jouer avec le public fait de lui un personnage charismatique. On peut aussi parler du comportement de Samoa Joe qui montre à quel point ce mec peut être sadique, ce qui lui permet d'être un personnage charismatique. En 3, savoir donner des coups. Le principe du catch, c'est de donner l'impression que les coups est réel et fait mal sans faire trop mal à son adversaire. Évidemment que les gars se font vraiment mal lors d'une chute, lors d'une prise ou quand ils se donnent des coups avec des objets. Mais savoir donner des coups, ça aide le spectateur à rentrer dans le spectacle. Savoir donner des coups c'est une chose, mais savoir les recevoir c'en est une autre, et c'est là notre point numéro 4, car il faut réussir à donner l'impression que le mec en a douillé et que celui d'en face est ultra balèze. Car si on prend cette vidéo de l'Undertaker donnant à Jack Slam, une de ses prises qu'il définit et qu'il utilise régulièrement, on se dit que le gars a bien morflé, étant donné qu'il réussit à vendre la prise en sautant légèrement, permettant de monter haut tout en rendant la chute plus brutale à la PAC. Alors que là, son adversaire n'aide pas à prendre de la hauteur en restant trop fixé au sol, ce qui rend le coup trop mou. Et du coup, que valent les superstars de la WWE? Bon, déjà ce sont des catcheurs professionnels, donc ils savent, dans la plupart des cas évidemment, donner et recevoir des coups. Là, faudrait traiter chaque cas à la fois, ce qui serait très long. Mais ces derniers temps, la WWE a voulu jouer sur la nostalgie des spectateurs en faisant combattre d'anciennes gloires. Et avoue, voir les catcheurs de ton adolescence, dont l'Undertaker qui est ton préféré, t'as dû kiffer. Alors j'avoue que sur le papier, j'avais envie de voir ce match, mais c'était catastrophique car ce sont deux vieux monsieur qui ne catchent presque plus, ce qui fait que leur condition physique n'y était pas du tout. Chaque coup paraissait soit trop rigide, soit trop mou, bref, c'était raté. Et en plus de cela, avec du recul, leurs promos ne vendaient pas du rêve, tant les dialogues sonnaient creux et manquaient d'intensité. Après, les sous micro, c'est du cas par cas également, mais le gros problème, c'est que les promos sont écrits par les scénaristes de la WWE, sans que les catcheurs puissent y apporter une touche personnelle, ou en tout cas très peu. Non seulement les catcheurs sortent des phrases qu'aucune personne ne dirait dans la vraie vie, mais surtout le charisme en compatit. Et on a parfois l'impression de se retrouver face à des catcheurs similaires dans leur personnalité, et rares sont ceux à se démarquer à cause de ça. En plus, pendant que je regardais, la WWE avait interdit les effets pyrotechniques durant les entrées, sauf à l'occasion de certains PPV, ce qui rendent les entrées d'anciens catcheurs beaucoup moins bien et impactantes. Bon, maintenant, point numéro 2, le catch féminin.
Pendant de nombreuses années, le catch féminin a eu la sale réputation d'être de mauvaise qualité, à cause des problèmes habituels, combats mous, promos pourris, et parce que ça servait surtout à permettre aux spectateurs de se rincer l'œil. Mais désormais, nom de Dieu que les combats sont ouf et même parfois bien violents. Certes, certains paraissent trop chorégraphiés, mais on sent que ces femmes se donnent à fond. Et même que parfois, les combats féminins sont de bien meilleure qualité que les combats masculins. Si on prend le combat du Money in the Bank 2018, le combat était bien plus intéressant chez les femmes que chez les hommes, et pourtant le principe est le même. D'ailleurs, certaines histoires ou combats me hypaient beaucoup plus que dans la division masculine. Mais comme on l'a dit au point précédent, il y a un problème avec les personnages, et chez les femmes c'est catastrophique. Bah d'un côté on a les gentilles parce qu'elles sont toutes copines ensemble, et après t'as les méchantes parce qu'elles tapent les gentilles. Bon, à côté de ça, on avait 3 superstars qui sortaient du lot. Ronda Rousey, qui a plus ou moins quitté la WWE, ou qui en tout cas a pris une très grosse pause, Charlotte Flair et Becky Lynch, mais elles compatissent également d'un problème d'écriture des autres superstars. Pour vous donner un problème flagrant d'écriture de personnages dans le roster féminin, on va parler du personnage de Becky Lynch au moment de SummerSlam 2018. Becky Lynch, c'est la superstar que tous les fans de la WWE aiment. C'est une combattante qui se donne toujours à 100%, et que les fans regrettaient qu'elle n'ait pas une chance pour remporter le titre. À SummerSlam 2018, le second plus grand PPV de la WWE, Becky avait sa chance pour le titre. Mais Charlotte Flair, à l'époque sa meilleure amie dans la faction, s'est un peu rajoutée dans le match au titre, et a gagné. Becky l'a eu au travers de la gorge, et s'est retournée contre son ancienne amie. Mais le mois d'après, elle devenait championne, et le public était ravi. Sauf que par la suite, les scénaristes de la WWE ont essayé d'en faire une méchante tout ce qu'il y a de plus basique à base de moqueries sur la ville où avait lieu le show et de tricherie pour ne pas perdre le titre. Ce qui du coup allait totalement à l'opposé du personnage, et en plus les fans continuaient à l'acclamer alors que le but recherché était qu'elle soit détestée par le public. Bon, fort heureusement la WWE a fait marche arrière et elle est désormais une putain de bad guy. Mais je pense qu'on était pas loin de la catastrophe auprès des fans. Point numéro 3, les champions. Si vous regardez pas le catch, déjà je suis content que vous soyez encore en train de regarder cette vidéo, vous devez vous dire que les champions sont toujours mis en valeur et qu'ils crèvent l'affiche. Que vous êtes mignon. Pendant la période où j'ai regardé, j'ai pu me rendre compte que les champions n'ont pas énormément bougé, et d'ailleurs certains étaient là bien avant. En plus de ça, j'ai parfois l'impression que les rivaux sont juste là parce qu'il fallait trouver quelqu'un. En effet, la WWE a eu la bonne idée de se dire que dans ses rosters principaux, une rivalité ne devait pas durer plus de 3 mois max. Et du coup, ça n'aide pas forcément les enjeux pour le titre et donc la qualité des histoires. C'est notamment le cas de Ronda Rousey qui a accumulé les adversaires pendant son règne. Et en plus, elle affrontait toujours que des méchantes à 1 ou 2 exceptions près. Ce qui fait que les scénaristes se contentaient de faire un turn, c'est-à-dire de passer de méchant en gentil ou inversement, plutôt que de développer une rivalité gentil contre gentil. Et le plus dingue dans l'histoire, c'est que certains champions sont même pas là. Le meilleur exemple, c'est Brock Lesnar lors de son règne de champion universel, que l'on devrait théoriquement considérer comme le titre majeur de Raw à l'époque. Défense du titre, moi je dirais 2 fois quand je regardais, mais faut savoir que le gars a défendu que 10 fois son titre sur une période de plus de 500 jours. Nombre de fois que je l'ai vu à l'écran, moi je dirais de manière approximative 6 ou 7 fois. Nombre de fois où je l'ai entendu parler, une seule fois, car c'est Paul Heyman, son avocat dans la fiction, qui fait ses promos, ce qui fait qu'on a plus souvent l'habitude de le voir lui, car il apparaît même quand Lesnar est absent. Je résumerai le règne de Brock Lesnar comme étant le champion de l'absence et de la discréditation d'un titre majeur de la WWE. Après, il y a aussi le cas de Shinsuke Nakamura qu'on a vu moins souvent une fois qu'il est devenu champion. Entendons-nous bien, qu'un champion combatte moins souvent depuis qu'il a obtenu le titre, ça ne me dérange pas, et d'un point de vue totalement fictionnel, c'est logique, vu que le but c'est de combattre pour montrer que l'on mérite une chance. Mais au moins faites une apparition. Par exemple, pendant le règne de champion WWE d'AJ Styles, même s'il ne combattait pas tout le temps, il était présent chaque semaine pour faire une promo. Ce que j'ai vu comme meilleur champion, c'est sûrement Seth Rollins pour les titres intercontinental. Et ce pour plusieurs raisons. Bon, déjà Rollins est un excellent catcheur proposant toujours des matchs de qualité. Et ensuite, grâce au principe d'Open Challenge, dont le but est de permettre chaque semaine à n'importe qui de venir défier le champion. Et enfin, parce que c'était le seul titre individuel présent à Raw à cause de l'absence de Lesnar. Donc pas le choix, fallait tout donner pour ce titre. Et pour ce qui est des titres par équipe, eh bien d'un côté on avait SmackDown qui possédait 3 ténors de la division par équipe, alors que du côté de Raw, toutes les équipes manquaient cruellement de profondeur, au point même que l'une des rivalités opposait Seth Rollins et Dean Ambrose contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre, soit 4 grandes superstars solo. Alors oui, par le passé, il y a toujours eu des superstars solo qui se sont alliés au point de gagner le titre, mais là on sent que la volonté était de redynamiser l'intérêt du titre. Bref, une grande irrégularité dans les titres qui symbolise une fois de plus un grand manque d'imagination. Et petit point bonus, la diffusion française. Raw et SmackDown, et jusqu'au mois de juillet 2019, les PPV, sont diffusés sur AB1 avec aux commentateurs Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et je peux vous dire que nous avons d'excellents commentateurs. Bon, certes, ma base de comparaison se limite aux Québécois, aux Américains et aux autres commentateurs de catch français, mais le point positif de notre duo, c'est qu'ils savent magnifier le show. Même quand l'épisode est chiant, même quand les combats sont ratés, même quand le scénario est pourri, leur personnalité, avec d'un côté le surexcité et de mauvaise foi Christophe Ajus, et de l'autre le côté décontracté et les vannes pourries de Philippe Chéreau, permettent de passer un bon moment tout de même. On ressent la complémentarité des deux commentateurs, ainsi que la volonté de nous faire passer un bon moment en mélangeant à la fois humour et commentaires sportifs.
sportifs. Alors quel est le bilan à dresser de la WWE? La WWE dispose de bonnes qualités, avec des bons athlètes et dans la globalité de bons combats. Malheureusement, l'écriture pêche énormément, ce qui prend beaucoup trop de monde dans sa spirale, avec des superstars jouant des personnages clichés ou sans saveur dans des rivalités qui le sont tout autant. J'ai d'ailleurs été surpris de me rendre compte à quel point un néophyte peut réussir à donner les bons résultats s'il se met au jeu des pronostics. Le pire étant de comparer Raw et SmackDown à NXT et 2-5 Live, car là on a des combats encore plus spectaculaires et des histoires bien mieux écrites. Et pourtant la WWE peut désormais compter sur le catch féminin. Ce dernier est excellent, certains personnages sont géniaux et en prime au mois de février on a eu les premières championnes par équipe. Mais une fois de plus c'est l'écriture qui pêche, voire même plus que chez les hommes, ce qui empêche d'excellentes lutteuses d'être mises sous le feu des projecteurs. Être mises sous le feu des projecteurs, beaucoup de superstars y inspirent et le méritent. Mais malheureusement la nostalgie prime sur le travail quasi quotidien des autres lutteurs. En général je n'ai rien contre la nostalgie, mais ici on parle de sport spectacle, et demander à un ou une catcheuse de combattre après des mois, voire même des années d'inactivité, je trouve ça, en tant que spectateur et d'un point de vue totalement personnel, totalement affligeant, tant le spectacle est mou et manque de rythme à cause d'une condition physique qui bien évidemment n'y est plus. La WWE préfère mettre en valeur d'anciennes gloires rouillées, alors qu'à côté nous avons des personnes qui travaillent tous les jours, quitte à être victimes de graves blessures et qui n'attendent plus que leur heure. Après je peux paraître extrêmement critique, mais pourtant j'ai regardé de manière assidue les shows diffusés en France, car je savais que la qualité était là et que de grandes superstars étaient présentes, et ce peu importe le show de la WWE, mais il ne restait plus qu'à appliquer une couche de qualité à Raw et SmackDown. Cependant, à force d'attendre, j'ai fini par être saoulé et laisser de côté la WWE. Wow, attends, quand les McMahon sont revenus, c'était pour annoncer des changements dans leurs rosters principaux. Je suis d'accord, mais il faudrait qu'un jour ils se concrétisent ces changements. Effectivement, il y a eu des trucs sympas depuis leur annonce. L'arrivée des titres par équipe féminine, qui était quand même teasée pendant un an, mais surtout la mise en avant de futurs cracks comme Andrade, Ricochet ou encore Mustafa Ali. On peut également aussi parler du nouveau Daniel Bryan, un champion qui défend les valeurs écologiques et dont l'écriture était géniale. Mais c'est tout, ils ont tenté un retour de l'érotisme dans les shows, alors effectivement ça marche d'un point de vue populaire, mais l'idée reste pourrie et ça a très vite été abandonné. On nous a également annoncé l'arrivée de superstars de NXT, mais tout ce qui gravite autour de ça reste ultra flou. Et mine de rien, hormis quelques exceptions, ça reste encore et toujours les mêmes superstars qui sont mis en valeur. Mais parfois ce qui est proposé dans le show est totalement incohérent. Les patrons voulaient enlever la revanche automatique lors de la perte d'un titre, mais au final le principe reste présent. En fait la finalité est la même, c'est juste le chemin pour y accéder qui diffère. Le but présenté était qu'un catcheur devait mériter sa chance, mais par exemple ça n'a pas empêché The Miz et Shane McMahon de défier les champions par équipe alors qu'ils n'avaient fait aucun combat jusque-là, et de le gagner en plus. La WWE c'est loin, très loin d'être parfait. C'est assez sympa à regarder pendant un temps, mais à force d'histoires redondantes et de promesses ou d'espoirs pas vraiment respectés, ma volonté de vouloir continuer à regarder a une nouvelle fois fini par me lâcher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.